Ils sont toujours avec nous. Ils sont également avec vous, Robert Kosigan à côté, Louis Kamako et puis Ashrafo Orosama. On a quitté depuis Conakry pour Lomé au Togo. Louis Kamako, c'est ça. En vigueur dans la région des Savanes depuis le 13 juin dernier. L'état d'urgence sécuritaire est prolongé d'un semestre, j'allais dire, supplémentaire ce mardi 6 septembre 2022. Louis Kamako, dites-nous quelles sont les raisons qui ont milité en faveur, si on peut le dire. Oui, d'abord, j'ai envie de dire que les choses se font maintenant dans les règles de l'art. Les choses se font dans les règles de l'art parce que récemment, ou bien le premier état d'urgence qui a été décrété n'a pas été passé par le Parlement, c'est-à-dire que les députés n'étaient au courant de rien. Et ça, c'est pas moi qui le dis, parce que vous avez eu à recevoir un député ici, Jerry Tama, qui est le président du groupe parlementaire Net PDP à l'Assemblée nationale, qui a déploré que le projet n'était pas sur la table de Heureusement, on a Ashraf Roussama, il est assistant parlementaire aussi. En fait, la prise de l'état d'urgence n'était pas sur la table des députés. Et donc, du coup, personne ne maîtrisait les contours de cet état d'urgence-là. Personne ne savait pas si cet état d'urgence sécuritaire-là prévoyait la mise en place ou bien en fait, prévoyait des dispositions pour l'instauration des couvre-feux. Personne ne savait, c'est-à-dire que c'était un flou kafkaïen ça a été fait sans communication. Et donc, c'est ce qui a peut-être fait qu'à l'époque, il y avait eu cette erreur-là des militaires qui ont confondu une colonne d'enfants aux terroristes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça je dis que maintenant, je suis content parce que les choses se font dans les règles de l'art et que tout le monde sera informé. Et cette fois-ci, c'est parfait, vous le dites. C'est parfait parce que ça, c'est passé par l'Assemblée nationale. Nous sommes un pays démocratique. Nous devons nous conformer en fait à la législature du pays. Et donc là, je pense que c'est quelque chose qu'on doit saluer. Vous aimez la démocratie? J'aime la démocratie en fait. J'aime la démocratie. Donc c'est quelque chose qu'on doit saluer. Aujourd'hui, ta question, c'est de demander quelles sont les raisons qui ont milité en faveur de cette prorogation. Justement, parce que si le décret a été pris ou bien si l'état d'urgence sécuritaire a été pris, c'est justement parce que le nom Togo est victime ou bien fait face depuis novembre 2021 aux attaques terroristes. On a eu enregistré au moins 5 attaques terroristes, 2 étaient meurtrières pour le Togo. Les troupes qui étaient au poste de Kwakmendi pour l'opération de Kouandjouaré ont réussi à repousser certaines attaques. Et donc, à un moment donné, le gouvernement ou bien l'État a compris que pour justement maintenir ces assauts-là, il faut décréter un état d'urgence sécuritaire qui donne aujourd'hui le pouvoir à l'État ou bien qui donne aujourd'hui le pouvoir aux autorités sécuritaires de renforcer ou bien qui renforce le pouvoir de ces autorités-là et de restreindre les libertés publiques et individuelles des citoyens. Donc, n'attendez pas que dans les jours à venir, des manifestations soient encore interdites parce qu'on est dans l'état d'urgence sécuritaire. C'est vrai. Et c'est normal, non? Oui, c'est normal, c'est ce que je dis, parce qu'on est dans la légalité. On est en train de se conformer aux tests de la République. C'est ce que demande quand on est dans l'état d'urgence sécuritaire, c'est-à-dire qu'on renforce le pouvoir de l'autorité et on restreint la liberté publique et individuelle des citoyens. Donc, en gros, c'est ce que ça signifie. Donc, ça veut dire que en 3 mois, c'est ce qu'on va vivre dans les savanes. Il y aura une interdiction des manifestations, il y aura certainement des couvre-feux, il y aura certainement des zones qui seront déclarées des zones à risque auxquelles la population ne devait pas accéder. Donc tout cela, c'est en réalité ce qu'on peut dire. Maintenant, ce qui a milité pour la prorogation, je te l'ai dit, parce que le terrorisme, ça demeure toujours d'actualité. On n'est pas sorti de l'oignon. Les attaques terroristes continuent de plus belle au nord Togo. Et donc, le gouvernement a jugé bon de solliciter l'avis ou bien l'appui des députés, justement, pour proroger cet état d'urgence. Donc, c'est ce qui s'est passé. Heureusement, comme on l'a déjà dit, on a Ashraf Orosama, juriste. Il est surtout assistant parlementaire du PDP ou du président du PDP, Innocent Kabara. Comme lui l'a dit tout à l'heure, c'est passé par l'Assemblée nationale. Dites-nous comment ça se fait, comment est le modus operandi? Non, mais la procédure parlementaire, elle est très connue. Mais
On peut décréter l'état d'urgence en conseil de ministres par voie réglementaire ou par voie d'ordonnance, hein, mais par voie d'ordonnance, il faut l'autorisation du Parlement. Il faut l'autorisation du Parlement. Et dans ce pays, la pratique parlementaire, lorsqu'on essaie de voir les pratiques par le passé, c'est que le président de la République ou le gouvernement a toujours jugé utile de décréter le conseil, l'état d'urgence par voie d'ordonnance. Par voie d'ordonnance, ce qui veut dire qu'on a besoin de l'autorisation du Parlement, puisque la voie législative est la compétence propre du Parlement. Si le gouvernement a l'intention de piétiner sur la compétence législative, il a besoin de ce qu'on appelle la loi d'habilitation législative. Et c'est ce qui permet maintenant au gouvernement de décréter l'état d'urgence. Donc ça, c'est très technique, ça, c'est sur le point du droit. Donc voilà, maintenant, sur le principe de la légalité, le gouvernement a jugé utile de soumettre le texte à l'appréciation souveraine des législateurs. Je vais parler de l'Assemblée nationale. Ils ont jugé utile au vu des éléments, au vu de l'exposé des motifs, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui la région des savanes est dans une situation extrêmement critique et c'est le péril imminent qui existe dans ces eaux-là qui justifie la prorogation de cet état d'urgence. Et nous sommes aussi dans ce qu'on appelle la théorie des circonstances exceptionnelles, parce que dans la théorie des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il y a un péril imminent, c'est-à-dire dans le cas d'espèce la menace terroriste, les libertés s'effacent jusqu'au retour de la situation normale. C'est ce que lui, Kamako lui dit. Donc aujourd'hui, on peut y avoir des interdictions formelles de manifestation, on peut y avoir des assignations à résidence. Et on peut également donner du pouvoir à l'armée, hein. On peut donner du pouvoir, ce qui veut dire que les militaires également peuvent intervenir, alors que dans la situation normale, ce n'est pas possible. Donc, ce sont les implications de cet état d'urgence. Donc, je crois que, objectivement, les éléments qui sont évoqués dans l'exposé des motifs, pour moi, sont compréhensibles, hein, parce que si on veut avoir une stabilité dans ce pays, il faut commencer à stabiliser le Nord, qui est aujourd'hui, qui est en frontière avec le Burkina Faso. Nous l'avons évoqué tantôt. Aujourd'hui, le territoire burkinabé est dans une situation de déliquescence avancée. Donc, il faut essayer de sauvegarder notre stabilité, en commençant par le nord, parce que la région des savanes est dans une situation extrêmement critique. Donc, je crois que les législateurs ont joué leur rôle, conformément aux dispositions de la Constitution. Ils ont approuvé le texte du gouvernement. Maintenant, ce n'est pas fini. Lorsqu'il y a une prorogation de l'état d'urgence, le texte aussi doit être soumis à la Cour constitutionnelle. Voilà, il doit y avoir un contrôle. Le processus est en cours. Le processus, il est en cours. Il y aura un contrôle de constitutionnalité des dispositions de cette loi de prorogation-là. Et il revient maintenant au magistrat, au président Abdou Assouma et ses confrères d'approuver le test. Mais souvenez-vous que au temps de Covid, je crois que dans l'année passée, les dispositions de l'ordonnance de Mme Dobé a été censurée par la Cour constitutionnelle, parce qu'elle avait voulu uniformiser, elle avait voulu appliquer toutes les mesures dans toutes les préfectures. Or, la Cour constitutionnelle a jugé cela impertinent et ils ont censuré. Donc, ce qui veut dire tout simplement... Ça prouve à suffisance l'indépendance des pouvoirs. Oui, ça prouve à suffisance l'indépendance des pouvoirs. Bon, quand même, il y a quand même un jeu quand même institutionnel, quand même assez actif dans notre pays. Nous ne disons pas que c'est parfait. Ce n'est pas parfait. Il y a quand même des efforts à faire. Mais je crois que ce n'est pas fini. Attendons de voir le verdict de la Cour constitutionnelle pour voir si cette prorogation-là sera viable, opérationnalisée dans le Grand Nord. Avant de retrouver Robert Kossiga, une petite question. Est-ce que, comme Luc Kamako l'a dit, la dernière prorogation, je veux dire, l'Assemblée nationale n'a pas été consultée? Non, mais l'Assemblée nationale n'a pas... Non, le gouvernement peut décréter. Comme je l'ai dit dans la partie, ça s'est fait par voie d'ordonnance, ce qu'on appelle les décrets-lois. Ce qui veut dire... Compte tenu peut-être de l'urgence. Non, compte tenu de l'urgence, parce que l'urgence se justifie par quoi? L'urgence se définit... Lorsqu'on parle de l'urgence, on parle de la notion du temps. Donc le gouvernement, pour éviter des navettes parlementaires qui
grosso modo, prennent du temps. Il faut essayer de gagner du temps en décrétant le Conseil du Donc, c'est quand même assez... je trouve le président du net a quand même assez lucide, hein, parce que lorsqu'on est démocrate, on veut très bien que toutes les choses se fassent vraiment dans les règles de l'art. Il a mis le curseur sur le manque de communication, sur le déficit de communication qui a entouré l'événement. C'est-à-dire que s'il y avait une communication intense, si la population était sensibilisée, on n'allait pas justement ça n'allait pas déboucher sur cette erreur. Les jeunes donnent aussi la parole aux aînés. Je trouve quand même cela aussi regrettable, c'est-à-dire le déficit de communication, parce que si vous voulez restreindre les libertés dans une localité, il faut la pédagogie, rien que la pédagogie. Cette prorogation contribuera à raffermir davantage les liens de coopération et de complicité entre les forces de l'ordre et de sécurité avec la population civile. Ce sont les écrits de la ministre de la Défense, Robert Kossiga, à côté. Oui, hier, je crois que le ministre de la Sécurité, j'ai lu ses propos suite au vote de cette loi. Je dis, quand le premier flic togolais apprécie que le gouvernement ait concédé encore 6 mois pour la mise en place de leur stratégie de défense du territoire national au nord, je dis, quand le premier flic apprécie, j'apprécie, parce que c'est l'un des experts de la sécurité du Togo. Ils savent de quoi ils parlent, ils ont besoin de ce temps, ne serait-ce que pour approfondir le travail de ratissage, de surveillance et de défense de notre territoire. On ne peut que leur souhaiter bonne chance. Maintenant, c'est le discours même du président de l'Assemblée nationale qui, dans son fond, une partie ne m'a pas plu, moi. Là où... c'est quelle partie? C'est-à-dire que, vous savez, il ne faudrait pas que nos autorités à ces instances-là puissent parfois provoquer peut-être la population. Dire que... Ah bon, il y avait eu une provocation. Il y a une petite phrase, à quel niveau? Vous savez, il y a une petite phrase qu'elle a dit dans son discours qu'il faudrait que unanimement qu'on reconnaisse au Togo qu'aujourd'hui tout va bien. Je dis pour nous, les Togolais lambda... Ah bon, tout ne va pas bien? Non, écoutez. Nous sommes au Togo, fouettés par et la crise Covid, et alors cette guerre, je ne sais pas, de Biden à la Russie, qui ont, je ne sais pas, saccagé alors le pouvoir d'achat. Jusqu'alors, c'est vrai, des mesures ont été prises par le gouvernement. Mais est-ce que, en tant que président de l'Assemblée nationale, il y a une commission de parlementaire qui est descendue sur le terrain pour voir comment triment les Togolais? Jusqu'alors, parle à l'aune des conséquences de cette crise que vous avez eu à citer tout à l'heure, Robert. Vous savez, quand on est dirigeant d'un peuple, on a de la pitié, de l'amour pour ces gens-là. Donc, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Non, vous savez, il ne faudrait pas confondre sa propre situation par rapport à une situation à une autre personne. Vous savez, il est difficile à celui qui, par la force des choses, est hissé à une responsabilité et qui est soutenu par, je ne sais pas, les ressources de l'État. Sur l'état d'urgence, je n'ai pas dit. Mais le fait de dire qu'il faudrait que unanimement les Togolais reconnaissent c'est-à-dire soit satisfaits. Peut-être qu'elle a les baromètres. Non, écoutez, les baromètres, nous l'avons aussi. Parce que nous sommes avec le bas peuple. Vous l'avez vous-même. Aujourd'hui, oui, à la rentrée, les rentrées sont proches. Allez voir comment vivent les Togolais. Ce n'est pas bon. Vous savez, ce sont ces gens-là qui ne permettent pas au chef de l'État et à ceux qui sont conscients autour de lui de travailler pour satisfaire aux besoins élémentaires des Togolais. Parce que quand vous êtes une si haute responsable et que vous dites ça dans l'œil du président de la République, il peut, comme un homme humain, croire que ce que vous dites est vrai. Parce que vous représentez l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est l'émanation du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, le Togolais, toute classe confondue, mis à part ceux qui sont appelés à servir l'État, et que l'État aussi les soutienne, mis à part eux, est-ce que les Togolais ont la vie facile? Non, ce n'est pas bien. Vous savez, quand on est appelé à diriger un peuple, il faut avoir de la peine pour ce peuple. Et il faut travailler de sorte que demain, même si vous n'êtes pas au pouvoir, les gens disent que quand il était là,
il a pu faire ci, il a pu faire ça. Donc, De c'est pas ce vous, que vous remarquez. mais oui, Kosika, de voir le peu que vous gagnez et vouloir peut-être le généraliser. Ce n'est pas le cas. Tout le monde sait aujourd'hui que la vie est dure au Togo. ça, Les c'est salaires la- ne suffisent pas. Ouais. Vous êtes journaliste. Ouais. Vous avez combien? Les médecins, les professeurs, les enseignants. Il y a beaucoup de personnes. Vous savez, je hais aussi quelque chose de Si ces ça va gens-là parler, qui se disent lettrés. ouais. Quand ils vont en France, quand ils vont aux États-Unis, quand ils veulent chercher du boulot, on leur demande qu'est-ce que vous savez faire. Mais quand ils reviennent ici, même pour prendre gardien chez eux à la maison, ils demandent le minimum, le bac. Amène le bac. Ça voudrait dire que même nous, les Africains, nous n'avons pas pitié de nous-mêmes. Alors, quand on est censé aider un chef d'État, aider un gouvernement, aider un État à prendre soin de ses enfants dans les difficultés, il faut savoir parler. Il faut savoir les mots qu'il faut choisir, ne serait-ce que pour donner de l'espérance à tout le monde. Alors, Louis Kamako, on parle également de la réorganisation des forces armées togolaises face à l'extrémisme violent. Oui. Cette réorganisation va lui permettre de mieux anticiper les attaques. Oui, je pense que dans un combat comme celui-ci, ce qui est important aussi, c'est d'arriver à restructurer les troupes. C'est d'arriver à mettre une logistique conséquente à la disposition des militaires. Donc, ça va dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le Togo s'est déjà doté des drones en temps. Et donc, ça avait été expérimenté de par le passé. Et malheureusement, ça s'est sordé parce que nous savons, j'ai déjà fait allusion à cela à 2 reprises, donc nous n'allons pas revenir là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, comme on le dit, c'est de renforcer tout cet appareil, tout dispositif sécuritaire là pour justement contrecarrer, pour venir à bout des attaques djihadistes. Maintenant, vous mentionnez également tout à l'heure cette collaboration qui doit exister entre la population et les forces de l'ordre. Et c'est pour cela que des numéros ont été mis à la disposition, c'est-à-dire que des lignes vertes ont été installées pour permettre aux populations de signaler des cas dates ou bien des cas suspects, dates terroristes ou bien des cas suspects d'extrémisme violent. Et donc, 10 numéros total ont été mis en circulation. 1200, 1201 quand vous êtes dans les savanes, et à chaque fois que vous revenez ou bien vous descendez dans le nord, il y a le chiffre 1 qui s'ajoute. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans le Grand Lomé et que vous constatez qu'il y a un cas suspect d'attaque terroriste, vous devez appeler 1208 ou le 1209. Ce sont des appels gratuits. C'est pourquoi on parle de ligne verte. Donc je pense qu'aujourd'hui on a besoin de tout cela. Quelqu'un l'a dit, et je suis parfaitement d'accord qu'on soit unanime sur ce plateau, que ce décret-là, que cette prorogation-là vient à bien escient. Parce qu'aujourd'hui, quand on le dise, on est sous la menace des attaques terroristes, et même si depuis là, il n'y a qu'une seule attaque terroriste qui a été revendiquée. Moi, je suivais récemment une formation sur le traitement du terrorisme. Cet aspect-là a été largement évoqué. Parce que la revendication, on nous dit qu'avant de parler d'attaque terroriste, il faut forcément que cette attaque-là soit revendiquée. Donc vous voulez dire quoi, Louis Kamako? Pardon? Donc cela veut dire que les autres ne sont pas forcément des attaques terroristes? Non, je ne peux pas le dire. Moi, je ne peux pas le dire tout de suite, parce que moi non plus, je n'ai pas mené des enquêtes. Mais nous avons un ministère des armées qui a fait des enquêtes, qui nous a donné. Je n'ai pas les moyens d'enquêter sur ces faits-là. Donc, je ne peux pas venir sur un plateau, balayer d'une main de revers la déclaration du gouvernement. Mais ce que je vous informe opinionnement ou bien publiquement, conformément à l'actualité internationale, ce qui se dit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a attaque terroriste, avant de parler de terrorisme, il faudrait savoir celui ou celle qui l'a revendiqué. Et je vous le dis, parmi les attaques, il n'y a jusque-là qu'une seule qui a été revendiquée. Donc ça vous revient à vous, téléspectateurs, ou bien toi en tant qu'animateur, de faire la part des choses. J'ai voulu que vous puissiez les aider, c'est pourquoi j'ai posé tout à l'heure la question. Cher Louis Kamako, en quoi cette prorogation va contribuer à raffermir davantage les liens de coopération et de complicité, surtout entre les forces armées et puis la population civile, monsieur le juriste?
Oui, mais c'est comme je crois que nous sommes tous unanimes sur ce plateau. Hein, c'est une prorogation vraiment qui est le bienvenu. Maintenant, pour revenir aux aspects purement positifs de cette prorogation, oui, vous savez, pour endiguer le mal, il faut une convergence d'énergie. Il faut une entente entre les civils et les militaires. Donc aujourd'hui, je ne crois pas que nos militaires, toute notre reconnaissance, ils font vraiment preuve d'abnégation, de combativité sur le terrain. Nous avons eu dans ce pays, disons, dans ces derniers mois, autant pour moi, une loi de programmation militaire. Donc ce qui veut dire que le gouvernement a toujours été dans une approche anticipative pour permettre de doter des forces de l'ordre, la logistique, tout ce qu'il faut avec pour endiguer le mal. Maintenant, par rapport à la complicité, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Il faut revenir à la pédagogie. Et Louis Kamako l'a souligné. Parce que si vous voulez vraiment proroger l'état d'urgence, cela implique un certain nombre de choses. Cela implique la restriction des libertés. Donc il faut expliquer aux populations qu'aujourd'hui, leur quotidien ne va plus ressembler au quotidien qu'ils avaient auparavant, et que cela quand même a une durée déterminée, c'est-à-dire 6 mois. Donc il faut vraiment une convergence d'énergie, il faut créer de la symbiose entre les populations et les forces de l'ordre. C'est extrêmement important. Il faut aussi de la transparence, il faut aussi de la responsabilité. Et il faut également... Certes, comme je l'ai dit, dans toute corporation, il peut y avoir des indisciplinés, mais la prorogation de l'état d'urgence qui implique la restriction des libertés n'entraîne pas également l'exonération de toute responsabilité des militaires qui seront, seront peut-être déclarés, présumés auteurs des violations des droits de l'homme. Je crois que la société civile est aussi très active sur le terrain. Et que c'est... Vous voulez faire référence à ce qui s'était passé récemment? Oui, je veux faire vraiment à ce qui s'est fait récemment. Si on veut construire une démocratie, il faut finir aussi avec la culture de l'impunité. Je crois que la justice togolaise est quand même assez regardante. On a une société civile aussi qui essaie de répertorier toutes ces incohérences-là. Je crois qu'ils vont essayer de nous dresser une liste des incohérences. Bon, maintenant, pour, disons, revenir à... Moi, je suis assistant parlementaire. Je crois que j'emprunte les couloirs de l'hémicycle souvent. Les déclarations de la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une imprudence verbale? Je ne crois pas que c'est... Vous pensez qu'elle a les baromètres? Elle a dit ce qui se passe. Dispose-t-elle des éléments objectifs? Peut-être aussi qu'elle a été aussi excessive. Oui, à ce niveau, on ne peut pas parler sans avoir les éléments de base. Sûrement qu'elle a... Probablement, elle a des éléments de base, mais il faut aussi nuancer le discours. Parce qu'on ne peut pas aussi assimiler ça à du mépris, parce que pour taquiner mon confrère, monsieur le réalisme, Robert Kossiga. Oui, mais il est quand même réaliste. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a pris la posture d'un acteur vraiment de la société civile. Et il défend, il sauvegarde les intérêts. Bon, je crois que la démocratie togolaise aussi a besoin de ça. Des gens qui sont capables d'être proactifs et de défendre ces intérêts-là. Bon, je crois que ce sont des déclarations qui ne nous aident pas. Quand vous avez des Togolais qui vivent dans des situations extrêmement difficiles socialement parlant, donc on ne peut pas dire qu'au Togo unanimement tout va bien, même s'il y a des progrès à faire. On a aussi des acquis, on ne peut pas tout aussi jeter à la poubelle. Maintenant, pour revenir à la prorogation de l'état d'urgence proprement dite, je crois que cette prorogation-là va nous permettre de stabiliser le Grand Nord, parce que l'avenir sécuritaire de notre pays en dépend. Oui, Robert Kossiga, quand on voit le mode, le processus, je le disais entre-temps, cela veut dire que les pouvoirs sont respectés au Togo. Bon, vous savez, il n'est jamais trop tard de faire du bon travail. Si par le passé ça ne se faisait pas et qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de changer les choses, on ne peut qu'encourager ceux qui sont ces réformateurs-là et qui amènent doucement le Togo à respecter alors ce qui doit se faire dans la pratique, tant au niveau de la législation que de la pratique. C'est tout à fait normal. Mais vivement que le gouvernement togolais, surtout les politiques qui dirigent les actions avec les chefs de l'État, choisissent les bons mots pour faire leur discours en des occasions données. Parce que c'est vrai, un père de famille peut ne pas avoir les moyens
pour venir, ou pour subvenir aux besoins de ses enfants. Mais quand il sait le discours qu'il faut leur tenir, ça leur permet de l'avoir de l'espoir et de l'espérance. C'est aussi ça la réalité. Nous savons que ce que nous vivons ne vient pas du gouvernement togolais. C'est une situation de crise mondiale que nous vivons. Ça ne vient pas, alors ce n'est pas de leur faute. Alors qu'ils choisissent les mots qu'il faut à la place qu'il faut pour apaiser et donner du courage, que de leur vendre leur luxe qu'ils ont. C'est pas bien. C'est pas bien. Sincèrement, c'est ce passage-là, je ne suis pas d'accord. Elle est maire, elle est notre présidente de l'Assemblée nationale, elle est celle qui doit alors pousser et ceux qui nous gouvernent et nous qui sommes gouvernés alors à travailler, à avoir de l'espérance, que de dire qu'on applaudisse ce qu'on n'a pas encore. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. À côté, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes le président de AJD, c'est Alliance Jeunesse et Développement. Louis Kamako, merci également à vous. Vous êtes le jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. Et puis Ashraf Orosama, homme politique, il est assistant parlementaire du PDP ou du président du PDP, Innocent Kagbara, juriste. Merci beaucoup pour la profondeur juridique des analystes, des analyses, j'allais dire. Merci à tout le monde. On se retrouve, on garde le groupe pour la semaine prochaine. Merci également à nos chers amis Scotty à New World Info, partout dans le monde. Merci pour vos remarques, surtout les observations. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.